Une serveuse épouse un sans-abri pour se venger de son père, mais l'homme surprend tout le monde, en révélant qu'il était en réalité un millionnaire. Claire Moreau n'avait jamais aimé les lundis. À Marseille, même le soleil semblait s'absenter ces matins-là. Le quartier du Panier, habituellement animé, portait un silence fatigué à cette heure-ci, et le restaurant Le Mistral Bleu n'avait que quelques habitués éparpillés dans la salle. Claire, en uniforme noir et tablier blanc, effaçait machinalement une table en regardant l'horloge murale. Il était 8 heures du matin. Elle n'avait que 26 ans, mais son regard trahissait une lassitude bien plus ancienne. Elle portait en elle une douleur muette, comme un secret inscrit sous la peau. Cette douleur avait un nom, Jacques Delacour, son père. Un nom qui résonnait dans les colonnes économiques de Paris, sur les façades des buildings de verre, mais jamais dans ses souvenirs d'enfance. Jacques l'avait abandonnée alors qu'elle n'avait que 5 ans. Il était parti faire fortune, comme disait sa mère avec amertume, et il avait réussi. PDG d'une société immobilière, couvert d'éloges dans les magazines d'affaires, il vivait dans un monde de dîners mondains et de jets privés. Claire, elle, avait grandi entre les rappels de factures, les sacs de pâtes bon marché et les silences d'une mère épuisée. Sa mère, Élodie, avait tenu bon. Femme fière, ancienne bibliothécaire, elle avait refusé toute aide même quand les temps étaient durs. « On n'a pas besoin de lui », répétait-elle. Mais Claire avait toujours ressenti ce manque, comme « j'ai une brûlure ». Un père absent laisse un vide, et aucun amour maternel ne pouvait combler ce gouffre. Elle s'était souvent demandé pourquoi il était parti, pourquoi il n'avait jamais écrit, jamais appelé. La première fois qu'elle avait tapé son nom sur Internet. À 15 ans, elle avait découvert une photo de lui recevant un prix au palais Brongniart. Il souriait, entouré de gens bien habillés. Il n'avait pas l'air de penser à la petite fille qu'il avait laissée derrière lui. Cette blessure, Claire ne l'avait jamais refermée. Elle l'avait enfouie sous des couches de sarcasme, de travail acharné et de solitude. Elle n'avait jamais eu de relation durable. Trop de méfiance, trop de colère. Son cœur s'était bâti comme un rempart contre l'abandon. Chaque jour, elle se disait que cela n'avait plus d'importance. Mais chaque nuit, elle rêvait d'une porte qui s'ouvre et d'un homme qui lui tend les bras en murmurant « Je suis désolé ». Le restaurant où elle travaillait n'était pas prestigieux, mais il avait une âme. Les clients l'aimaient. Bien. Claire avait cette manière douce et efficace de se rendre indispensable. Elle connaissait les plats préférés de chacun, se souvenait des petites histoires qu'on lui racontait. Mais derrière ses sourires polis, elle restait distante. Aucun collègue ne la connaissait vraiment. Elle gardait sa vie privée aussi verrouillée qu'un coffre-fort. Ce matin-là, alors qu'elle rangeait des tasses propres, elle aperçut à travers la vitre un homme debout sous la pluie. Il portait un manteau élimé, trop grand pour lui, et tenait un vieux sac de voyage contre sa poitrine. Il ne bougeait pas. Ses yeux fixés à l'intérieur du restaurant, non pas avec faim, mais avec une étrange intensité. Claire fronça les sourcils, puis détourna le regard. Marseille avait son lot de visages perdus. Vers 10 heures, le restaurant se remplit un peu plus. Une table de 3 touristes allemands, un vieux couple du quartier, 2 ouvriers du chantier, voisins. Claire s'activa comme une horloge bien huilée. Ce n'est que vers midi que l'homme entra. Il ne fit aucun bruit. Il se contenta de s'asseoir à une table près de la porte. Claire s'approcha avec un menu, mais il leva la main doucement. « Je ne veux rien manger », dit-il calmement. « Juste un verre d'eau, s'il vous plaît. » Elle s'immobilisa un instant. Sa voix était posée, presque élégante. Rien dans son ton ne mendiait. Il semblait plus digne que bien des clients bien habillés qu'elle avait servis. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, par politesse. Il hocha la tête. Claire alla, lui, chercher de l'eau. Lorsqu'elle la posa devant lui, leurs regards se croisèrent pour la première fois. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, profond. Il ne la regardait pas comme un mendiant quémandant un peu de compassion. Il l'observait comme si elle était un mystère à déchiffrer. « Merci, mademoiselle, dit-il avec un petit sourire. Vous avez l'air trop intelligente pour ce métier. » Claire sentit une pointe d'irritation monter. Elle détestait qu'on parle de sa vie comme si on la comprenait. « Eh, vous avez l'air trop propre pour dormir dehors, » répondit-elle sèchement. Le sourire de l'homme s'élargit. Il porta le verre à ses lèvres, but lentement, puis reposa le verre comme s'il venait de trinquer à un secret. Elle retourna vers le comptoir, troublée malgré elle. Elle ne connaissait pas son nom. Pas encore. Mais il allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur les apparences, sur la vengeance et sur l'amour.
La pluie ne cessait pas de tomber sur Marseille, fine et froide, collant les manteaux aux épaules et les pensées aux tempes. Les pavés brillants de la rue Sainte-Françoise réverbéraient les néons des vitrines encore allumées malgré l'heure avancée. Le Mistral bleu terminait son service du soir. Claire, en silence, empilait les chaises sur les tables comme tous les jours depuis des années. Elle avait évité de regarder vers la table près de la porte, là où l'homme était resté assis durant plus d'une heure, sans rien demander de plus que ce verre d'eau. Pourtant, elle sentait sa présence, comme une aiguille dans le creux de l'échine. Lorsque le dernier client eut quitté les lieux, elle s'approcha avec une lenteur volontaire. Elle détestait l'idée d'avoir été intriguée. Ce n'était qu'un sans-abri parmi tant d'autres. Et pourtant, il n'avait rien demandé, n'avait rien pleurniché. Il avait simplement regardé, comme s'il attendait. Elle s'arrêta devant lui. « Vous attendez quelqu'un ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. L'homme leva les yeux vers elle, un sourire discret au coin des lèvres. Il portait une barbe de plusieurs jours, mais sa peau était claire, trop claire pour quelqu'un qui vivait dehors. Ses mains étaient propres, les ongles courts et entretenus. Ses yeux d'un bleu vif semblaient scanner chaque détail de son visage. « Non, » répondit-il. « J'aime simplement être ici. Il fait chaud, et on y serre des regards. Honnête. » Claire haussa les sourcils, légèrement déstabilisée par cette remarque inattendue. Il n'avait pas l'air d'un homme fou, ni d'un profiteur. Il parlait comme un homme cultivé, comme ceux qu'elle voyait parfois dans les vieux films français des années 50, ceux qui portaient des trenchs et récitaient Prévert sur les quais. « Vous vous appelez comment » lança-t-elle, cette fois avec une pointe de curiosité involontaire. Il hésita. Ce silence bref avait une épaisseur étrange. « Luc », dit-il enfin. « Juste Luc. » Elle croisa les bras. « Vous avez un nom de famille, Luc ?» J'en avais un, je l'ai laissé quelque part, entre deux gares et une vie que je ne voulais plus. Claire se tut. Elle n'avait pas le temps pour les poètes perdus. Elle tourna les talons, mais avant de partir, elle dit « Je ferme dans 10 minutes ». Il acquiesça, se leva, ajusta son manteau usé et marcha vers la sortie. Avant de passer la porte, il se retourna. « Merci Claire ». Elle se figea. Elle ne lui avait jamais dit son prénom. Elle resta là, plantée au milieu de la salle vide, le cœur battant un peu plus vite. Puis elle se secoua intérieurement. Peut-être l'avait-il entendu quelque part. Un client, un collègue. Elle rangea les dernières chaises en silence. Les jours suivants, elle tenta de ne plus penser à lui. Marseille reprit sa routine. Les cafés pressés du matin, les cris des enfants dans les ruelles, les klaxons, les livraisons. Claire servait des assiettes de ratatouille, encaissait les paiements, lançait des sourires polis. Mais chaque fois que la porte s'ouvrait, elle espérait, sans se l'avouer, revoir ce regard d'un bleu inconfortablement honnête, et il revint, toujours à la même heure, entre midi et 13h, toujours pour un verre d'eau, toujours avec la même dignité tranquille. Ils ne parlaient pas, sauf pour remercier. Mais parfois, leurs regards se croisaient plus longtemps que nécessaire. Une tension flottait entre eux, faite de silence, d'observation et d'attente. Un jeudi, elle craqua. « Vous savez que c'est bizarre, ce que vous faites. » Luc leva la tête, pencha légèrement la tête sur le côté. « Venir ici tous les jours pour un verre d'eau ? Oui, vous devez avoir une raison. » Il sourit, puis soupira. « Peut-être que j'aime la compagnie des serveuses qui n'ont pas peur de parler franchement. » Claire se mordit l'intérieur de la joue. Il la désarmait sans effort. Ce n'était pas un charmeur, pas un dragueur. Il disait les choses comme si elles étaient évidentes. Elle s'assit brièvement à sa table, chose qu'elle ne faisait jamais. « Et vous ?» reprit-il doucement. « Pourquoi une fille comme vous reste ici? Vous avez l'air d'avoir un cerveau qui pourrait faire tourner des entreprises entières. » Elle rit sans joie. « J'ai grandi ici. J'ai appris à me contenter de ce qui est à ma portée. Les grandes choses, c'est pour les gens qui naissent du bon côté du mur. » Luc acquiesça comme s'il comprenait chaque mot. « Et si le mur n'existait pas ?» demanda-t-il. « Il existe, » répondit-elle. « Il a un nom, Jacques Delacour. » À peine eut-elle prononcé ce nom que l'atmosphère changea. Luc ne posa pas de questions, mais son regard devint plus profond, presque inquiet. Elle regretta aussitôt de l'avoir mentionné. Ce nom était une cicatrice qu'elle n'aimait pas montrer. Elle se leva, reprit son plateau, s'éloigna. Ce jour-là, Luc ne resta pas plus de 5 minutes après leur échange. Et pourtant, à partir de ce moment, elle sentit que quelque chose avait changé. Le lendemain, il revint avec un livre à la main.
Il le posa sur la table avant de s'asseoir. « Je vous le laisse, dit-il. Je pense que vous allez aimer. » C'était une édition ancienne de L'Étranger de Camus. Claire le regarda, confuse. « Vous me prenez pour Meursault ? Non. Mais je pense que vous comprendrez mieux que la plupart ce que c'est que de vivre en marge. » Elle ne répondit pas. Elle prit le livre, le posa derrière le comptoir. Cette nuit-là, elle le lut en entier. Et elle pleura. Les jours passèrent. Luc devint une silhouette familière du restaurant. Les clients commencèrent à le remarquer. Certains se moquaient, d'autres restaient méfiants. Claire, elle, devenait chaque jour un peu plus silencieuse en sa présence. Une tension étrange grandissait en elle, une sensation de vertige, jusqu'à ce que, un soir, son père revienne. Elle ne l'avait pas vu depuis 16 ans. Il débarqua au restaurant comme une tempête silencieuse, dans un costume taillé sur mesure, avec ce regard d'homme habitué à être obéi. Il s'assit sans prévenir, appela Claire par son prénom comme s'il l'avait vue la veille. « Claire, on doit parler. » Elle resta figée, tout en elle se tendit, et Luc, à quelques mètres de là, observait la scène, immobile, attentif. Ce soir-là, une idée naquit dans l'esprit de Claire, une idée insensée, impulsive, dangereuse. Elle regarda Luc, et elle sut, il serait sa revanche. Elle allait épouser un sans-abri, et elle le ferait sous les yeux de Jacques Delacour. Luc ne le savait pas encore, mais il allait faire partie du plan. Le silence s'étira entre Claire et son père dans le restaurant presque vide. Jacques Delacour, avec sa montre en or brillant sous les néons, semblait déplacé dans ce décor modeste. Il regardait autour de lui avec une moue légère de dédain à peine dissimulée. Claire, debout devant lui, croisait les bras. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre depuis qu'il avait prononcé ces mots absurdes « On doit parler », comme si 16 années d'abandon pouvaient être balayées par une conversation impromptue autour d'un café. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Jacques se redressa légèrement, cherchant à adopter une posture rassurante. Il posa ses mains sur la table, bien à plat. « Parce que je suis fatigué. Parce que je me rends compte que j'ai fait des erreurs. Parce que je veux réparer. » Claire esquissa un rictus. « Réparer ? Il ne reste plus rien à réparer. Tu n'étais pas là quand maman est tombée malade. Tu n'étais pas là quand on a failli perdre l'appartement. Tu n'étais là jamais. » Jacques détourna brièvement le regard, mal à l'aise. Il n'était pas habitué à être confronté. Dans son monde, les gens s'inclinaient et se taisaient ou négociaient. Claire, elle, ne voulait ni pardon ni accord. Elle voulait comprendre ce vide qu'il avait laissé, mais surtout, elle voulait qu'il le sente lui aussi. Quand il quitta le restaurant, la tension restait suspendue dans l'air comme une corde sur le point de rompre. Claire regarda par la vitre, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la rue, avalée par les ombres. Puis elle se tourna, vers Luc resté assis sans un mot. Il avait tout vu, tout entendu, mais il n'avait pas bougé. Elle le rejoignit, s'assit en face de lui, le souffle encore court. « Tu l'as entendu, non ?» Luc hocha la tête. Il ne posa pas de questions. Il n'offrit pas de consolation. Il attendait qu'elle parle, si elle le voulait. Il pense pouvoir revenir comme ça, après toutes ces années, faire comme si de rien n'était, me tendre une main, et que je la prenne. Luc resta silencieux. Claire appuya ses coudes sur la table, les yeux rivés à son verre vide. « J'ai envie de le faire souffrir, autant qu'il m'a fait souffrir. » Elle leva alors les yeux vers lui, et c'est là, dans cette seconde de folie douce, qu'une idée germa. Une idée née de la douleur, de l'orgueil blessé et du besoin viscéral d'exister aux yeux de l'homme qu'il avait toujours nié. « Tu veux te marier avec moi ?» Luc resta figé. Aucun muscle ne bougea sur son visage. Il la regarda longuement comme pour déterminer si elle plaisantait, si elle avait perdu l'esprit. « Tu veux que je... quoi ?»« T'épouser. Un mariage. De façade. Toi et moi. Devant mon père. Je veux qu'il me voie heureuse, accomplie, et qu'il pense que c'est avec un homme comme toi que j'ai choisi de vivre. Je veux qu'il ressente du dégoût, de la honte, qu'il se demande où il a échoué. » Luc se redressa, croisa les bras à son tour. Son regard s'assombrit. « C'est une idée folle. Un mariage, même pour de faux, ça a des conséquences. Je m'en fous des conséquences. Tu n'as rien à perdre, Luc. Tu dors dehors, tu vis au jour le jour. Ça peut t'apporter un toit, des repas, un peu de stabilité. En échange, tu m'aides à faire souffrir l'homme qui m'a détruite. » Luc se leva, fit quelques pas dans la salle vide.
Il semblait lutter intérieurement pris entre deux pulsions. Finalement, il s'arrêta près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Tu ne sais rien de moi, Claire. Rien. Tu veux m'utiliser pour blesser ton père, mais tu ignores qui je suis vraiment. Ce que j'ai fui. Ce que je cache. » Claire se leva à son tour, s'approcha doucement. « Alors, dis-le-moi. Dis-moi ce que tu caches. Dis-moi ce que tu as fui. Dis-moi pourquoi tu dors dehors alors que tu parles comme un universitaire et que tu lis Camus. » Il se retourna brusquement, la voix plus dure. Parce que parfois, fuir vaut mieux que vivre avec ce qu'on sait. Le silence s'installa à nouveau. Plus lourd, plus intime. Mais il ne ferma pas la porte, il ne refusa pas. « Et si je dis oui, demanda-t-il, qu'est-ce que j'y gagne, moi ?» Claire n'hésita pas. Un toit, de la nourriture, des vêtements, de l'argent de poche si tu veux, et une raison de te lever tous les matins. Luc la fixa longuement, puis revint à sa chaise. Il s'assit, les doigts entrelacés. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ? Qu'à la fin, quand tout sera fini, tu m'écoutes, une seule fois. Que tu m'écoutes vraiment. » Claire cligna des yeux. Cette condition était étrange, presque émouvante. « D'accord, dit-elle, une fois. » Ils se serrèrent la main. Le pacte était scellé. Les jours suivants furent une étrange chorégraphie. Claire contacta une connaissance à la mairie, paya les frais nécessaires, organisa une cérémonie modeste dans un petit salon, près du Vieux-Port. Elle acheta des vêtements à Luc dans une friperie, lui trouva une chambre chez une vieille amie. Ils répétèrent leur rôle, apprirent à se connaître à travers le mensonge. Elle l'aida à se raser, à se coiffer, à se tenir droit. Il lui demanda comment elle aimait son café, ce qui la faisait rire, quel film elle préférait. Ils ne jouaient pas l'amour, pas encore, mais il y avait une complicité étrange qui se tissait entre les silences. Le soir, avant d'annoncer la nouvelle à son père, Claire s'assit seule dans sa chambre. Elle tenait dans les mains une photo d'enfance, elle et sa mère, souriante sur un banc de parc. Elle se demanda ce que sa mère penserait de tout ça. Elle se demanda si elle allait trop loin. Puis elle se rappela le visage de Jacques, froid, hautain, et le vide qu'il avait laissé dans sa vie. Non, elle n'allait pas trop loin. Elle faisait enfin un pas vers la justice, même si cette justice avait le goût de la vengeance. Elle envoya un message à Luc. « Demain, on le confronte. » Et elle se coucha avec une étrange sensation dans la poitrine. Pas de triomphe, pas de peur. Quelque chose entre les deux. Le jour suivant s'annonça avec un ciel lourd, bas, comme s'il portait lui aussi le poids des décisions prises dans la nuit. Claire se leva tôt. Elle avait à peine dormi, tiraillée entre l'excitation fébrile de sa vengeance en marche et l'étrange tension qui l'unissait désormais à Luc. Elle avait organisé un déjeuner au petit bistrot, La Treille. C'est un lieu assez discret pour que la scène ne devienne pas un spectacle public, mais suffisamment ouvert pour empêcher tout éclat incontrôlable. Jacques avait accepté l'invitation avec une rapidité suspecte, comme s'il pressentait qu'un événement important se tramait. Luc arriva avant elle. Il portait une chemise propre, un pantalon sombre et une veste que Claire lui avait trouvée chez un brocanteur. Il avait rasé sa barbe, coiffé ses cheveux avec soin, et même si ses chaussures trahissaient encore leur ancienneté, son allure était étonnamment respectable. Claire le vit assis à une table en terrasse, les jambes croisées, un regard calme dirigé vers l'entrée. Il n'était plus le vagabond silencieux du coin du restaurant. Il était un homme prêt à jouer un rôle. « Tu es en avance », dit-elle en s'approchant. « Il faut bien se préparer pour le théâtre », répondit-il sans ironie. Elle s'assit en face de lui, ajusta la manche de sa veste et respira profondément. Luc l'observa, sans la juger. Il savait qu'elle avait besoin de cette confrontation, autant pour se libérer que pour se venger. Jacques arriva avec la ponctualité rigide des hommes d'affaires. Costume gris anthracite, cravate assortie, montre hors de prix. Il dégageait cette assurance arrogante des gens qui n'avaient jamais connu l'attente ou le refus. Il s'arrêta net en voyant Luc. Un froncement d'yeux, un léger recul de la tête. Il jeta un regard à Claire. « C'est ton ami ?»« Non, » répondit-elle, « c'est mon fiancé. » Le silence qui suivit sembla faire vaciller l'air autour de la table. Jacques ne parla pas immédiatement. Il s'assit lentement, les yeux toujours fixés sur Luc. Il cherchait visiblement à comprendre s'il s'agissait d'une plaisanterie, d'un test ou d'un affront délibéré. « Fiancé, répéta-t-il enfin. « Depuis quand ?»« Depuis que tu as décidé de revenir dans ma vie comme si de rien n'était, lança Claire avec un calme glacial.
J'ai décidé d'avancer, et Luc fait partie de cette nouvelle vie. » Jacques rit, un rire court, sans joie. « Tu veux me provoquer. Voilà ce que c'est. Tu veux me salir, m'humilier. Très bien, tu l'as fait, mais tu ne peux pas sérieusement envisager de te marier avec un homme comme lui. » Luc ne broncha pas. Il ne détourna pas le regard. Il ne répondit pas non plus. Il laissa Claire gérer. C'était son terrain, son combat. « Un homme comme lui, tu veux dire quoi exactement ? Regarde-le, il ne vient pas de ton monde. Il ne vient pas du mien non plus. Tu penses que tu seras heureuse avec un homme qui mendiait dans la rue il y a encore une semaine ? Ce n'est pas la rue qui définit un homme, dit Luc soudainement. C'est ce qu'il fait quand il en sort. » Jacques le toisa avec mépris. « Et que fais-tu alors ? Tu t'accroches à une femme blessée pour t'en sortir ?» Claire frappa la table du plat de la main. Le bruit fit taire les quelques clients présents autour. « Assez. Tu ne parles pas comme ça à lui, pas à moi, pas ici. Si tu es venu pour juger, tu peux partir. Si tu es venu pour me connaître, tu restes et tu écoutes. » Jacques parut surpris par la fermeté de sa fille. Il se redressa dans sa chaise mal à l'aise. Il regarda Luc une dernière fois avant de soupirer. « Très bien. Si tu veux épouser cet homme, fais-le. Mais sache que tu seras coupé de tout. Plus d'héritage, plus de nom, plus de soutien. » Claire le fixa imperturbable. « Tu m'as déjà coupé de tout il y a 16 ans. Tu crois que ton argent m'intéresse ?» Jacques se leva, jeta un billet sur la table, puis partit sans un mot. Claire regarda la silhouette s'éloigner avec un mélange de soulagement et d'amertume. Elle tourna ensuite les yeux vers Luc. « On va le faire, le mariage. Dans 2 semaines. » Luc hocha la tête. Il ne posa pas de questions, il ne chercha pas à dissuader. Il accepta simplement, comme s'il savait que cette décision allait bien au-delà d'eux deux. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Claire informa ses collègues, quelques amis proches. La plupart furent choqués, certains inquiets, d'autres curieux. Dans un quartier comme le leur, les nouvelles circulaient vite. Un mariage avec un sans-abri? L'histoire prit rapidement des proportions inattendues. Les commerçants discutaient, les clients posèrent des questions. Mais Claire resta de marbre. Elle répétait inlassablement que l'amour n'avait pas besoin de validation. Luc, de son côté, se laissait transformer. Il ne rechignait à rien. Cours de danse improvisés dans la cuisine, essayages dans des boutiques de seconde main, paperasse administrative. Il suivait chaque étape avec patience. Il parlait peu, observait beaucoup. Claire sentait qu'il portait un passé complexe, mais il ne l'ouvrait pas encore. Elle respectait son silence. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une séance chez la photographe du quartier, Claire le regarda marcher à ses côtés. « Tu n'as pas peur, Luc, de ce qu'on fait? » « Peur, non. Intrigué, oui. Je n'ai jamais été aussi proche de quelque chose de vrai, même si c'est un mensonge. » Elle s'arrêta, le regarda. « Pour moi, c'est peut-être le premier acte sincère de ma vie. » Il hocha la tête, mais ne dit rien. Le vent soufflait doucement. Marseille semblait retenir son souffle. 2 semaines. 2 semaines pour créer l'illusion parfaite. 2 semaines pour tenir tête au poids du passé. 2 semaines avant que le monde entier découvre ce que Claire Moreau avait décidé de faire. Le matin du mariage, Marseille semblait suspendue dans une atmosphère de curiosité mêlée d'ironie. Dans le quartier du Panier, les bruits d'habitude, les volets qu'on ouvre, les scooters qui démarrent, les vendeurs qui hurlent, étaient aujourd'hui accompagnés de murmures. Chacun savait. Chacun avait entendu parler de cette union improbable entre la serveuse du Mistral bleu et un ancien sans-abri. Certains pensaient à une blague, d'autres à un coup de folie, mais tous attendirent de voir. Claire se leva avant l'aube. Elle avait passé la nuit presque entière à fixer le plafond de la chambre prêtée par une amie. Sa robe pendait à une tringle simple mais élégante, achetée d'occasion, retouchée à la main. Elle se regarda dans le miroir, s'étonna de ne pas trembler. Son cœur battait à un rythme régulier, comme si son corps acceptait enfin que ce moment était inévitable. Elle enfila la robe, attacha ses cheveux en un chignon bas et discret et sortit dans la lumière pâle du matin. Le salon des fêtes, loué pour l'occasion, se situait à quelques rues du Vieux-Port, un bâtiment ancien rénové aux murs de pierre claire et aux grandes fenêtres donnant sur une placette fleurie. À l'entrée, une pancarte griffonnée à la main portait les mots « Mariage de Claire et Luc ». Quelques voisins curieux s'étaient déjà rassemblés, prenant des photos discrètement, commentant chaque invité qui arrivait. Luc, lui, attendait dans une petite pièce à l'arrière,
accompagné d'un ancien collègue de rue qu'il avait invité comme témoin. Il portait un costume ajusté, gris clair, qu'une couturière du quartier avait accepté de retoucher sans rien, demander en retour. Son apparence n'avait plus rien du vagabond d'autrefois. Il avait la posture d'un homme prêt à affronter un monde qui ne l'attendait pas. Mais dans ses yeux, une gravité persistait. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était quelque chose de plus profond, une anticipation silencieuse. La cérémonie devait commencer à 11 heures. Les invités, quelques collègues de Claire, 2 voisines âgées, un ancien professeur du lycée et une poignée de clients fidèles du restaurant s'installaient peu à peu. L'ambiance était étrange. Il n'y avait ni musique ni décoration extravagante. Juste une salle nue, des bancs et un espace dégagé au centre. Pas de fleurs, pas de photographe professionnel. Et surtout, pas de père pour accompagner la mariée. Claire entra seule, tête haute. Pas de sourire, mais une assurance farouche. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains émus, d'autres sceptiques. Luc, déjà debout, la regarda approcher avec une douceur dans le regard qui contrastait avec l'austérité de la pièce. Elle s'arrêta devant lui, et pour la première fois, elle lui prit la main. Le geste, bien que prévu, sembla les surprendre, tous les deux. Le maire adjoint, un homme d'âge moyen à la moustache imposante, lut les articles de loi avec une solennité presque comique, tant la situation paraissait surréaliste. Il toussauta à plusieurs reprises, jetant des coups d'œil à Luc, comme s'il espérait que quelqu'un interviendrait pour interrompre la cérémonie. Mais personne ne bougea. « Claire Moreau, voulez-vous prendre pour époux Luc... Luc, quel est votre nom de famille ?» Un silence gêné tomba. Claire tourna la tête vers Luc, il répondit calmement. « Luc, juste Luc. » Le maire, embarrassé, reprit sans insister. « Très bien. Claire Moreau, consentez-vous à prendre Luc pour époux ?»« Oui, dit-elle d'un ton clair. Et vous, Luc, consentez-vous à prendre Claire Moreau pour épouse ?»« Oui. » Le maire haussa les épaules, comme pour dire qu'il en avait vu d'autres, puis déclara le couple uni par les liens du mariage civil. Quelques applaudissements timides s'élevèrent dans la salle. Claire se tourna vers Luc, posa une main sur sa joue et l'embrassa. Un baiser bref, presque symbolique, mais qui déclencha une vague de murmures. À la sortie, les badauds s'étaient multipliés. Une dizaine de personnes s'étaient agglutinées autour de la porte. Certains applaudissaient, d'autres prenaient des photos, d'autres encore commentaient à voix basse. Luc, impassible, tenait la main de Claire. Elle, malgré son expression neutre, sentait sa poitrine se soulever sous l'effet d'un mélange de soulagement et d'irréalité. Elle avait accompli ce qu'elle s'était promise. Elle avait affronté son père avec ce qu'il méprisait le plus, la liberté de choisir, et de choisir hors du cadre. Mais Jacques n'était pas là. Il n'avait pas répondu à l'invitation, pas envoyé de message, pas téléphoné. Son absence était à la fois une victoire et une blessure. Claire s'était préparée à un affrontement. Elle n'avait pas anticipé le silence. La petite réception qui suivit se déroula dans le jardin derrière le salon. Quelques tables, des plats préparés par les collègues du restaurant, du vin local, de la musique jouée sur une enceinte portative. Les enfants couraient entre les bancs, les adultes parlaient bas. Luc se montrait aimable, attentif, mais restait discret. Il riait aux blagues, remerciait les compliments, répondait poliment aux questions, mais ne se livrait jamais complètement. À un moment, Claire s'éclipsa. Elle marcha seule dans une allée bordée d'oliviers, s'arrêta sous une tonnelle couverte de jasmin. Le parfum lui rappela des souvenirs d'enfance, des étés passés avec sa mère avant que tout ne s'effondre. Elle ferma les yeux. Un bruit de pas sur le gravier la fit se retourner. Luc approchait les mains dans les poches. « Tu regrettes ?» demanda-t-il en s'arrêtant à quelques pas. « Non, » répondit-elle. « C'est juste que je pensais que ça me ferait me sentir plus forte. Et ce n'est pas le cas ? Je ne sais pas encore. » Ils restèrent là à se regarder sans rien dire. Puis Claire s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Luc. « Merci, dit-elle simplement. » Il hocha la tête. Le vent souffla légèrement, emportant quelques pétales au loin. Dans le fond de la cour, les invités riaient. Mais entre eux, deux, il n'y avait ni rire ni gêne. Seulement une tension douce, comme le début d'un fil qui, s'il était tiré, pourrait dévoiler beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. 3 jours après la cérémonie, le calme avait commencé à retomber. Les conversations dans le quartier s'étaient adoucies.
laissant place à cette curiosité résignée que les gens réservent aux histoires qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils savent ne pas pouvoir influencer. Claire, de retour au travail au Mistral bleu, tentait de retrouver une forme de routine. Le tablier noué à la taille, elle servait les clients avec une concentration presque rigide, comme si chaque geste exécuté à la perfection pouvait la préserver du chaos latent qui grondait au fond de son esprit. Luc, de son côté, n'avait pas repris la rue. Il logeait désormais dans la petite chambre qu'il partageait dans l'appartement d'une vieille amie de Claire. Il se levait tôt, aidait parfois à la cuisine, sortait faire les courses. Son comportement restait discret, mais méthodique. Claire observait ce changement avec un mélange de soulagement et de perplexité. Il n'avait pas seulement accepté son rôle dans la mascarade, il semblait s'y engager avec une minutie troublante. Son silence n'était pas celui d'un homme effacé, mais celui d'un homme qui écoute, qui observe, qui prépare quelque chose. Ce fut un lundi matin que tout bascula à nouveau. Claire était en train de nettoyer le comptoir lorsqu'un homme entra dans le restaurant. Costume foncé, mallette en cuir, allure soignée mais discrète. Il ne commandait rien. Il s'avança simplement vers elle, l'air sérieux. « Madame Moreau ?» Elle hocha la tête, méfiante. « Je suis maître Julien Renaud, avocat. Je dois vous parler de votre mari. » Claire fronça les sourcils. L'homme sortit de sa mallette une enveloppe épaisse qu'il posa doucement sur le comptoir. Elle la regarda puis leva les yeux vers lui. « Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ?»« Ce n'est pas à moi de tout vous révéler, » dit-il calmement. « Mais je peux vous assurer que ce que vous trouverez dans ces documents va bouleverser votre perception de certaines choses. Je vous recommande de les lire seul, dans un endroit calme. » Claire hésita, prit finalement l'enveloppe et la glissa dans son sac sans l'ouvrir. L'avocat, sans ajouter un mot, la salua et sortit aussi discrètement qu'il était arrivé. Elle resta là quelques minutes, immobile, le cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle attendit la fin de son service pour ouvrir l'enveloppe. Dans la petite pièce de repos à l'arrière du restaurant, elle déchira le rabat avec précaution, comme si le contenu pouvait exploser entre ses doigts. À l'intérieur, elle trouva une série de documents, copies de relevés bancaires, extraits de casiers judiciaires vierges, certificats notariaux et surtout une pièce d'identité. Elle lut le nom à voix haute, les lèvres tremblantes. Lucien Varenne. La photo sur la carte correspondait sans l'ombre d'un doute à Luc, mais l'homme en question portait un costume élégant, les cheveux coupés courts, un regard droit et assuré. Ce n'était pas un homme sans abri. Ce n'était même pas un homme ordinaire. Lucien Varenne était le nom d'un héritier d'une ancienne famille de la région, connu pour ses propriétés viticoles et ses investissements dans l'immobilier. De luxe. Claire lut et relut chaque ligne des documents. Les comptes bancaires mentionnés affichèrent des soldes à 6 chiffres. Il y avait des lettres de propriété, des rapports fiscaux impeccables, des documents notariés. Rien n'indiquait la moindre trace d'illégalité. Tout semblait légitime, propre, organisé. Luc, ou plutôt Lucien, n'était pas ce qu'il prétendait être. Il n'avait jamais été un simple vagabond. Et pourtant, il avait dormi sur des bancs, mendié un verre d'eau, vécu dans les marges. Elle rangea les papiers avec précaution, les remit dans l'enveloppe, puis se leva. Le sol semblait soudainement instable sous ses pieds. Elle sortit du restaurant sans dire un mot, traversa la rue, marcha mécaniquement jusqu'à leur appartement. Luc y était, assis, à la table, en train de lire un vieux livre. Lorsqu'il leva les yeux, il comprit immédiatement. Il vit l'enveloppe dans ses mains. Il vit le trouble dans son regard. « Tu savais, dit-elle, tu savais que je finirais par découvrir. » Il referma lentement son livre, le posa à côté de lui. « Oui, alors pourquoi cette comédie ?» Lucien ne répondit pas tout de suite. Il se leva, alla chercher un verre d'eau qu'il but lentement, comme pour gagner du temps. « Parce que j'avais besoin de voir le monde. Autrement, dit-il enfin, et parce que je t'ai reconnu. » Claire cligna des yeux. « Quoi ? Je t'avais déjà vu. Il y a des années. Tu étais adolescente. J'étais de passage à Marseille. Tu servais dans un petit café et tu t'étais interposée entre un client et une collègue qui se faisait insulter. Tu avais cette colère dans les yeux, cette force. Je ne t'ai jamais oublié. » Elle resta sans voix. Cette révélation inattendue avait un goût amer. Il l'avait observée, choisie, suivie sans qu'elle ne s'en rende compte. Et il s'était laissé approcher, sous une fausse identité, pour une raison qu'elle ne comprenait toujours pas. « Tu m'as manipulé, dit-elle enfin.
Tu t'es glissé dans ma vie au moment où j'étais vulnérable, et tu as laissé faire. Ce n'est pas aussi simple. Alors explique. » Il s'assit, les mains croisées devant lui. « J'ai vécu dans la rue par choix, pour échapper à certaines choses, à certaines responsabilités. Mon nom, ma fortune, tout cela m'a enfermé. Je voulais comprendre la vie en dehors de mes privilèges, et c'est là que j'ai découvert certaines vérités. Des vérités qui concernent ton père. » Claire pâlit. Elle s'assit lentement, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lucien la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas un hasard si je suis resté à Marseille. Ce n'est pas un hasard si j'ai accepté ton offre. J'enquêtais, et Jacques Delacour est au centre de tout. » La pièce sembla rétrécir. Claire posa une main sur sa poitrine comme pour ralentir son souffle. « Tu veux dire qu'il est impliqué dans quelque chose d'illégal ?» Lucien hocha la tête. « Plus qu'illégal. Et j'ai des preuves. Mais avant de tout révéler, je voulais être sûr. Et je voulais que tu saches qui je suis vraiment. Pas celui que je jouais, mais celui qui, malgré tout, t'a choisi. » Le silence s'installa à nouveau, lourd de questions sans réponse. Claire, bouleversée, ne savait plus si elle devait se sentir trahie, protégée ou simplement perdue. Ce qu'elle croyait être une vengeance orchestrée devenait une intrigue bien plus profonde, où les rôles étaient inversés, les intentions masquées, et où, peut-être, la vérité valait bien plus que toutes les humiliations passées. Les jours qui suivirent la révélation furent pour Claire une succession d'instants suspendus, où chaque geste prenait une signification nouvelle, chaque regard une densité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Lucien, elle avait du mal à l'appeler autrement maintenant, s'était métamorphosé. Il ne s'agissait pas d'un simple changement d'attitude ou d'apparence. C'était comme si l'homme qu'elle croyait connaître s'était effacé pour laisser place à un autre, plus sûr, plus profond, et surtout, infiniment plus insaisissable. Il ne dissimulait plus sa manière de parler, autrefois volontairement simplifiée. Sa voix conservait son calme habituel, mais les mots qu'il employait étaient désormais choisis avec une précision chirurgicale. Il citait des auteurs, faisait allusion à des concepts économiques ou juridiques, avec une aisance qui n'avait rien d'improvisé. Claire, qui avait toujours été intuitive, commençait à saisir l'ampleur du monde, qu'il avait volontairement laissé derrière lui pour s'enfouir dans l'anonymat. Un matin, alors qu'elle sortait de la salle de bain, elle le trouva en train d'installer un meuble dans le salon. Un buffet ancien, en bois massif, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À côté, sur le tapis, une série de cartons soigneusement ouverts contenait des objets qu'elle n'aurait jamais imaginé voir entre ses murs. Vaisselle de porcelaine, livres reliés en cuir, petites sculptures abstraites, tout droit sorties d'un catalogue d'art contemporain. « Où as-tu trouvé tout ça ?» demanda-t-elle encore en peignoir, les cheveux humides. « Je les avais mis en garde-meuble il y a des années. J'ai décidé que le moment était venu de les récupérer. » Elle le regarda sans comprendre. « Tu comptes t'installer ici, comme ça, sans me demander ?» Lucien s'arrêta de ranger, se tourna vers elle, les bras croisés. « Nous sommes mariés, non ? Même si ce n'est qu'un théâtre, comme tu le disais, je pensais que nous pouvions jouer nos rôles jusqu'au bout, et peut-être, en cours de route, apprendre à vivre avec un peu plus de vérité. » Claire sentit son irritation monter, mais elle n'était pas dirigée contre lui. C'était contre elle-même, contre cette sensation étrange qu'elle perdait, le contrôle d'un jeu qu'elle avait elle-même inventé. Elle détourna le regard. « C'est trop rapide, trop intrusif. » Lucien s'approcha doucement. « Ce n'est pas pour te dominer, Claire. C'est pour construire quelque chose, même si ce n'est pas encore réel pour toi. Je ne veux pas jouer au mari docile ou au sans-abri mystique. Je veux être moi, ici, maintenant. » Elle ne répondit pas, et lui n'insista pas. Les transformations ne s'arrêtèrent pas à la décoration. Quelques jours plus tard, un SUV noir s'arrêta devant l'immeuble. Claire, intriguée, regarda par la fenêtre. Lucien descendit du véhicule accompagné d'un chauffeur, l'air parfaitement à l'aise. Il portait un costume sombre, une chemise blanche impeccable, et dans sa main un trousseau de clés. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle lorsqu'il entra. « Une location. J'ai besoin de mobilité. Je travaille sur plusieurs choses en parallèle. » Elle fronça les sourcils. « Quelle chose ?» Il la fixa un instant, puis se dirigea vers le bureau qu'il avait improvisé dans la pièce d'à côté. Sur le bureau, des dossiers classés, des plans d'immeubles,
des photos prises à distance, certaines montrant des visages familiers, dont celui de Jacques Delacour. Je t'ai dit que j'enquêtais. J'ai récolté beaucoup d'informations pendant ces derniers mois. Des gens me doivent des réponses, et d'autres des excuses. Claire s'approcha lentement, prit une photo dans ses mains. On y voyait son père discutant avec un homme en costume dans ce qui ressemblait à une arrière-salle de restaurant. L'image était floue, prise de loin, mais le contexte était clair. Ce n'était pas une réunion officielle. Tu l'espionnes? Je l'observe, comme il observe tout ce qu'il peut contrôler. La différence, c'est que moi, je sais me rendre invisible. Elle sentit un frisson courir le long de sa nuque. Tout devenait plus sérieux, plus dangereux. Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux faire exactement, Lucien ?» Il s'assit, les mains croisées devant lui. Prouver qu'il a construit sa fortune en exploitant les failles du système, en piétinant des gens comme ta mère, en manipulant ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Je veux le forcer à faire face à ses actes. Claire recula d'un pas. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je suis? Un outil, une couverture. Lucien se leva à son tour. Tu es la raison pour laquelle je suis resté. Au début, peut-être que je voulais juste voir ce qu'il adviendrait d'une vengeance orchestrée. Mais maintenant, je ne suis plus certain de ce que je ressens. Je sais seulement que je ne peux plus mentir. Pas à toi. Elle se détourna, passa une main dans ses cheveux. C'est trop, tu es trop. Je ne sais plus si je dois te faire confiance ou fuir en courant. Lucien s'approcha encore, posa une main sur son épaule. Elle ne la repoussa pas. Alors, ne décide pas aujourd'hui. Observe, écoute. Et quand tu seras prête, pose-moi toutes les questions que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me ferme pas la porte maintenant. Elle le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. L'atmosphère dans la pièce changea. L'hostilité se dissipa légèrement, laissant place à une forme de compréhension nouvelle, fragile mais réelle. Dans les jours qui suivirent, Claire le vit parler avec des gens qu'elle ne connaissait pas, organiser des rendez-vous, passer des appels dans une langue qu'elle ne parlait pas. Il la tenait à l'écart, non par mépris, mais parce qu'il savait qu'elle devait venir à cette vérité à son propre rythme. Et elle, entre deux services au restaurant, entre deux cafés servis avec le sourire, commença à voir Lucien autrement. Il n'était plus seulement le visage d'une vengeance. Il devenait le miroir d'un monde auquel elle n'avait jamais eu accès. Un monde de secrets, de pouvoir, mais aussi de rédemption. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit que peut-être, juste peut-être, cette histoire étrange dans laquelle elle s'était jetée à corps perdu n'était pas qu'un piège. Peut-être était-ce aussi une porte entr'ouverte sur une vie nouvelle. La salle était somptueuse, des lustres en cristal pendaient du plafond voûté, projetant une lumière chaude et dorée sur les visages soigneusement maquillés des invités. Les serveurs glissaient entre les tables avec une précision silencieuse, déposant des assiettes aux présentations parfaites, tandis que les conversations, feutrées et élégantes, formaient une mélodie mondaine qui semblait appartenir à un autre monde. Claire n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi fastueux. Et pourtant, ce soir-là, elle y était invitée. L'événement était un dîner de bienfaisance organisé au profit d'une fondation parisienne, mais délocalisée à Marseille pour célébrer son expansion dans le Sud. Jacques Delacour, l'un des principaux donateurs de la soirée, figurait au centre du programme, invité d'honneur, président de la table principale. Claire, invitée anonymement, elle le comprendrait plus tard, n'avait d'abord accepté d'y aller que par curiosité. Mais Lucien avait insisté. Sans expliquer pourquoi, il lui avait demandé de venir, de porter une robe sobre, de rester discrète, mais d'être là. Il lui avait simplement dit « Ce soir, tout va changer ». Elle ne l'avait pas vu de toute la journée. Il était parti tôt le matin, sans dire où il allait, et elle l'avait senti tendu, absorbé, comme s'il se préparait à un affrontement. Lorsqu'elle entra dans la salle seule, elle chercha son père du regard. Il était là, bien sûr, en grande conversation, avec un homme politique local, le sourire facile, les gestes larges. Il rayonnait. Elle sentit une colère froide monter en elle. Il n'avait pas changé, pas un mot depuis le mariage, pas un message, pas une visite. Mais ce soir, elle était là pour voir ce que Lucien avait en tête. Le dîner commença avec les discours protocolaires, les remerciements, les applaudissements polis. Claire restait à l'écart, observant. Elle ne reconnaissait personne, mais sentait les regards curieux se poser sur elle. Elle n'était pas habillée comme les autres femmes, trop simple, trop directe. Et pourtant, elle ne se sentait pas
inférieur. Elle savait que ce monde ne l'intimidait plus, pas depuis qu'elle avait vu ce qu'il pouvait cacher. À 22 heures, alors que le dessert venait d'être servi, un maître de cérémonie s'approcha du micro, invitant au silence. Il annonça que l'événement allait accueillir un invité spécial, un ancien partenaire de la Fondation, disparu depuis des années, mais dont le retour allait honorer la mission même de l'organisation. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Monsieur Lucien Varenne. Un frisson parcourut la salle. Des murmures s'élevèrent, des regards échangés. Le nom était connu, trop connu. Lucien Varenne était supposé avoir quitté les affaires. Certains disaient qu'il vivait à l'étranger, d'autres qu'il avait disparu après un drame familial. Nul ne s'attendait à le voir ce soir. Claire sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle se tourna vers l'entrée de la salle, et il apparut. Lucien marchait d'un pas mesuré, costume noir sur mesure, chemise d'un blanc éclatant, cravate sobre. Ses cheveux étaient coiffés avec une précision presque militaire. Son visage, calme, ne trahissait aucune émotion. Mais dans son regard, elle reconnut cette flamme silencieuse qu'elle avait vue naître lorsqu'il avait parlé de vérité. Il monta sur l'estrade, remercia brièvement les organisateurs, puis prit le micro. Le silence se fit immédiatement. « Je vous remercie pour cet accueil. Je sais que mon absence a suscité beaucoup de questions. J'ai passé ces dernières années à chercher des réponses, pas pour moi, mais pour comprendre ce que nous construisons et ce que nous détruisons en silence. » Il fit une pause. Dans la salle, on n'entendait plus que le cliquetis discret des couverts rangés, les verres reposés, les souffles retenus. J'ai vécu ces derniers mois dans un monde parallèle, pas celui des dîners caritatifs ou des conseils d'administration, mais celui des rues, des foyers temporaires, des regards fuyants. J'ai appris ce que veut dire être invisible dans une société qui prétend tout voir. Il marqua une nouvelle pause, puis son regard balaya la salle, s'arrêtant une seconde sur Jacques Delacour dont le visage s'était figé. Et c'est dans ce monde que j'ai découvert des choses graves, des pratiques financières douteuses, des montages offshore, des détournements de fonds, des activités menées par des gens que vous considérez comme des modèles, y compris ici ce soir. Les murmures devinrent plus forts, des visages se tournèrent envers Jacques, qui tentait de garder son calme, mais dont la mâchoire crispée trahissait l'angoisse. « J'ai des preuves, » poursuivit Lucien. « Des documents, des témoignages, des enregistrements. Tout sera remis. Aux autorités. Pas ce soir. Ce soir, je suis venu pour une autre raison. » Il regarda à nouveau vers Claire, puis descendit de l'estrade. Le silence fut brisé par une série de questions criées, de journalistes se levant, d'invités se regardant avec panique ou fascination. Mais Lucien ne répondit à personne. Il marcha lentement à travers la salle, droit vers elle. Claire, pétrifiée, ne bougea pas. Il s'arrêta devant elle, la regarda dans les yeux. « Je ne t'ai jamais menti sur ce que j'étais vraiment, seulement sur la manière dont je suis arrivé à toi. Mais chaque moment avec toi a été réel, même ceux joués. Et ce soir, je voulais que tu saches que je n'ai jamais cessé de choisir ta vérité au lieu de mes privilèges. » Elle sentit ses jambes trembler. Autour d'eux, le chaos s'organisait. Mais à cet instant, il n'y avait plus que deux. Deux étrangers liés par un mensonge devenu trop grand pour être contrôlé, mais aussi par une vérité plus intime, plus dangereuse. Ils s'étaient trouvés dans le plus improbable des hasards, et rien ne serait plus jamais comme avant. Jacques, resté à sa table, observait la scène, incapable de parler, d'agir, de fuir. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus l'homme le plus puissant de la pièce. Lucien Varenne avait repris sa place. Et avec lui, la vérité. Le lendemain du dîner de bienfaisance, Marseille s'éveilla sous une tension palpable. Les journaux locaux faisaient déjà leur une avec le visage de Lucien Varenne, accompagné de titres scandés à grands caractères, « Un héritier démasque l'élite »,« Révélations explosives sur Jacques Delacour » ou encore « Quand le luxe côtoie la rue pour exposer la vérité ». Les images de la soirée circulaient sur les réseaux sociaux, les extraits du discours de Lucien étaient partagés et commentés par des milliers de personnes, et les spéculations allaient bon train sur les conséquences de telles accusations. Claire, assise dans la cuisine de leur appartement, tenait une tasse de café entre les mains. Elle n'avait pas dormi.
La nuit précédente s'était déroulée comme un songe fiévreux dont elle peinait encore à comprendre les contours. Lucien, quant à lui, était resté éveillé, debout près de la fenêtre, regardant la ville comme s'il en guettait les réactions. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, ce fut sans triomphalisme. Il n'y avait aucune gloire dans ses gestes, seulement une lucidité mélancolique. « Il fallait que ça sorte, dit-il. »« Je sais, répondit Claire sans le regarder. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça de cette manière ?» Il s'approcha lentement, posa une main légère sur son épaule. Elle ne se déroba pas. « Parce que je ne pouvais plus mentir, et parce que tu avais le droit de savoir. » Elle leva enfin les yeux vers lui, et ce qu'elle vit dans son regard n'était pas l'assurance d'un homme qui avait vaincu, mais la fatigue d'un homme qui avait porté un fardeau trop longtemps. « Tu m'as dit que tu m'avais reconnu, que tu m'avais vu quand j'étais adolescente. C'était vrai ?» Lucien hocha la tête. « Oui, c'était un jour banal. Je déjeunais dans un petit café près du port. Tu travaillais là et un client s'en est pris à ta collègue. Tu t'es interposé sans réfléchir, sans peur. J'ai vu quelque chose en toi, une force brute, une sincérité rare. Et tu m'as suivi depuis ce jour? Non. Mais je ne t'ai jamais oublié. Et quand j'ai décidé de quitter ma vie, de m'immerger dans celle des invisibles, c'est à Marseille que je suis revenu. Et un soir, dans ce restaurant, je t'ai vu à nouveau. » Claire se leva, fit quelques pas dans la pièce. « Et tu n'as rien dit. Tu m'as laissé croire que tu étais un inconnu, un sans-abri. Parce que je l'étais à ce moment-là. Pas matériellement, mais moralement. J'avais renoncé à ma fortune, à mon nom, à tout ce que j'étais. Je voulais comprendre ce que signifiait vivre sans pouvoir, sans influence. Et en te retrouvant, j'ai compris que mon chemin passait par toi, que tu faisais partie de cette vérité que je cherchais. » Elle se retourna, les bras croisés. « Et mon père, comment as-tu su pour lui ?» Lucien s'approcha, plus lentement. « Au début, je ne le savais pas. Mais très vite, les noms, les connexions, les transactions bancaires douteuses, les sociétés écrans, tout a mené à lui. Il est au cœur d'un système d'exploitation, de blanchiment d'argent, de pression foncière. Il rachète des immeubles à bas prix, expulse les familles et revend à des investisseurs étrangers. J'ai parlé à des anciens employés, à des victimes. Les preuves sont solides. Et tu ne m'en as pas parlé parce que je voulais t'épargner, parce que je pensais que ce combat n'était pas le tien. Mais je me suis trompé. Tu avais le droit de savoir. Tu avais le droit de décider ce que tu voulais faire avec cette vérité. » Claire s'assit, à nouveau le visage entre ses mains. « Et maintenant, que se passe-t-il » Lucien s'agenouilla devant elle. « Maintenant, tout est entre tes mains. Tu peux choisir de te désengager, de vivre ta vie loin de ça. Ou tu peux m'accompagner, et ensemble, faire tomber ce système de l'intérieur. Je ne te forcerai pas. Mais je ne mentirai plus. » Elle le fixa longuement comme si elle redécouvrait son visage. L'homme qu'elle avait épousé pour provoquer son père n'existait plus. À sa place se tenait un homme qui avait choisi la vérité, même au prix de tout perdre. Elle ne savait pas si elle l'aimait. Elle ne savait même pas si elle en était capable. Mais elle savait qu'elle croyait en lui. Et c'était un début. « Montre-moi les preuves, » dit-elle enfin. « Je veux tout voir. » Lucien se releva, alla chercher une mallette posée dans le couloir. Il l'ouvrit sur la table, en sortit une série de dossiers classés, de clés USB, de copies notariées. Claire se pencha sur les documents, lut attentivement. Des noms de sociétés, des signatures, des sommes astronomiques. Tout y était. Et à chaque ligne, l'image de son père se fissurait un peu plus. Ils passèrent des heures à tout examiner. Elle posait des questions, il répondait sans détour. Il lui montra aussi les connexions indirectes. Des politiciens locaux, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations. Le réseau était vaste, imbriqué et protéiforme, mais pas invincible. Le soir tomba, sans qu'il ne s'en rende compte. Claire alluma une lampe, s'étira, les yeux rougis par la concentration. « Tu comptes tout transmettre à la justice ?»« Oui, mais j'ai aussi un plan B. Si les autorités étouffent l'affaire, les médias recevront une copie de chaque preuve. Il n'y aura pas de retour en arrière. » Elle hocha lentement la tête. Le silence s'installa à nouveau, mais ce silence-là n'était pas pesant. Il était plein de décisions en germination. « Je ne sais pas si je peux pardonner tout ce que tu m'as caché, dit-elle, mais je veux comprendre, et je veux agir.
Lucien s'approcha, la prit doucement, dans ses bras. Elle ne le repoussa pas. Ils restèrent ainsi deux âmes cabossées par des vies opposées, réunies par une vérité plus grande qu'eux. Dans la rue, les lampadaires s'allumaient. Marseille bruissait d'une énergie nouvelle, et dans cet appartement discret, deux êtres se préparaient à confronter un empire, non pas pour la gloire, ni même pour la vengeance, mais pour la justice, parce qu'il était temps. Le lendemain, l'air semblait chargé d'électricité. Une attente lourde flottait dans les rues de Marseille, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Claire et Lucien avaient décidé qu'il était temps. Assez de secrets, assez de manœuvres dans l'ombre. L'heure était venue de tout mettre à plat. Non pas par vengeance aveugle, mais par nécessité. La vérité devait éclater, mais, surtout, elle devait le faire en face, là où les regards ne pouvaient plus se détourner. Le rendez-vous fut fixé par Lucien lui-même. Un email formel, envoyé à Jacques Delacour par l'intermédiaire de son assistante personnelle, mentionnait un lieu neutre, un ancien bâtiment industriel reconverti en espace de réunion, situé à la périphérie de la ville. Ni trop visible, ni trop caché. Parfait pour ce qui allait se jouer. Claire s'habilla sobrement sans maquillage. Elle ne voulait pas paraître intimidante ni fragile. Elle voulait être vue pour ce qu'elle était, la fille d'un homme, puissant, revenu non pas pour mendier une place à sa table, mais pour renverser cette table. Lucien l'attendait devant le bâtiment déjà en place. Il portait un costume foncé, sobre, élégant. Son visage était fermé, concentré. Il ne la salua pas avec des mots. Il la regarda simplement. Et ce regard suffisait. Ils étaient prêts. Jacques arriva peu après, conduit par un chauffeur qui resta à l'intérieur de la voiture. Il sortit avec assurance, le pas ferme, l'attitude de celui qui refuse de croire qu'il puisse être déstabilisé. Lorsqu'il vit sa fille et Lucien côte à côte, il s'arrêta un instant évaluant la scène. Puis il sourit, un sourire crispé, presque méprisant. « Quelle mise en scène » lança-t-il en s'approchant. « Vous auriez pu m'inviter au théâtre, ça aurait été plus subtil. » Claire ne répondit pas. Lucien prit la parole. « Ce n'est pas une pièce, c'est un compte à rendre. » Jacques éclata d'un rire sec. « Un compte à rendre? À toi? Tu crois vraiment que ton numéro de vagabond millionnaire va suffire à me faire peur ?» Lucien sortit calmement une enveloppe de sa veste, la posa sur la table au centre de la pièce, puis l'ouvrit. Il en sortit des copies de documents qu'il étala une à une. Relevés bancaires, contrats, correspondance par email, preuves de transfert vers des paradis fiscaux. Chaque pièce avait été minutieusement classée, datée, vérifiée. « Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits, » dit Lucien. « Et ils sont prêts à être envoyés à la police financière, aux journaux nationaux, à tes associés. Tout est prêt. » Jacques ne montra aucune panique, mais Claire vit sa mâchoire se contracter. Il prit une feuille, la lut rapidement, puis la reposa. « Tu crois que c'est suffisant pour détruire ce que j'ai construit? Il en faudra plus qu'un paquet de papier et deux visages trahis. » Claire avança d'un pas. Sa voix était calme mais ferme. « Ce que tu as construit repose sur le silence des autres. Moi, je ne me tairai plus. Je veux que tu entendes, maintenant. Je veux que tu écoutes ce que ton absence a fait, ce que ton mépris, ton indifférence, ton abandon ont causé. » Jacques tourna lentement les yeux vers elle. Pour la première fois, il semblait l'écouter vraiment. « Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'as même pas essayé. Tu es parti, tu nous as laissés, maman et moi, à la misère. Tu as refait ta vie comme si on n'avait jamais existé. Et maintenant, tu veux encore qu'on t'épargne, que je me taise. Mais c'est fini. Je ne veux plus ton nom, ton argent, ton ombre. » Lucien s'approcha d'elle, posa une main légère dans son dos pour la soutenir, mais elle n'avait pas besoin d'appui. Elle était droite, plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Jacques, lui, resta figé. Ce n'étaient pas les documents qui le touchaient, c'étaient ses mots à elle. « Tu crois que je n'ai pas souffert, répondit-il enfin. Tu crois que c'était facile? J'ai fait ce que j'ai pu, ce que je devais faire. » Non, coupa Claire, tu as fait ce que tu voulais, et tu n'as jamais regardé derrière toi, pas une seule fois. Le silence retomba, long, tendu. Jacques prit place sur l'une des chaises, les coudes sur la table, les mains croisées. « Que voulez-vous? Vous ne m'avez pas convoqué ici pour un débat de conscience. Vous avez un plan, dites-le. » Lucien s'assit à son tour. Claire resta debout. « Nous avons les preuves, nous avons les moyens, mais nous ne voulons pas te voir en prison, dit-il lentement.
Ce serait trop simple, trop propre. Jacques leva un sourcil. Alors quoi? Nous voulons que tu renonces à la présidence de ta société, immédiatement. Que tu signes une déclaration publique de retrait pour raisons personnelles. Et surtout, que tu finances, sans publicité, sans logo, sans glorification, un réseau de centres d'accueil pour sans-abri à Marseille et dans ses environs. Claire ajouta « Et que tu restes loin de moi, définitivement. » Jacques éclata d'un rire bref, mais il comprit vite que ce n'était pas une proposition. C'était une condition, l'unique condition pour éviter un scandale public irréversible. Il prit une longue inspiration. « Vous me tenez, dit-il, tous les deux, et je suis censé plier. »« Tu peux refuser, répondit Lucien, et tout tombera sur toi. Tu seras traîné devant les tribunaux, tu perdras tes contrats, ta réputation. Ou tu peux choisir de partir dans le silence, d'agir pour réparer sans que personne ne sache que tu y es contraint. » Jacques resta longtemps silencieux. Puis il se leva les poings serrés. « Je veux les documents, tous les originaux. » « Tu ne les auras pas, dit Lucien, tu auras une copie de l'accord. Et notre silence, si tu tiens parole. » Ils échangèrent un dernier regard. Jacques s'approcha de Claire. Son visage, d'ordinaire si fermé, semblait désormais usé, défait. « Tu es plus forte que je l'imaginais, dit-il. » Elle ne répondit pas. Il quitta la pièce sans un mot de plus. Lucien se tourna vers elle. Elle respirait fort, mais ses yeux brillaient. « Tu l'as fait, murmura-t-il. »« Non, corrigea-t-elle. Nous l'avons fait, ensemble. » Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle sentit que quelque chose en elle s'était réparé. Pas tout, mais l'essentiel. Il n'y eut pas de communiqué officiel, pas de conférence, de presse, ni de déclaration publique. Jacques Delacour annonça sa démission par une simple note interne, envoyée à ses collaborateurs et relayée brièvement dans la presse spécialisée. Il évoquait des raisons de santé, et la nécessité de se retirer pour laisser place à une nouvelle génération de dirigeants. Personne n'y crut réellement, mais aucun média ne chercha à creuser. Le monde des affaires était habitué à ce genre de sortie arrangée, où la vérité se noyait dans la politesse des mots. Mais Claire, elle, connaissait la vérité, et pour la première fois, cela lui suffisait. Dans les jours qui suivirent la confrontation, les choses semblèrent se stabiliser. Le réseau de centres d'accueil tel que Lucien l'avait proposé fut lancé presque aussitôt. Un fonds discret mais généreusement alimenté fut créé. Une équipe indépendante fut engagée pour superviser les projets. Les premiers bâtiments furent loués, des équipes sociales recrutées, et les travaux commencèrent. Tout se faisait dans le silence, loin des caméras, exactement comme Lucien et Claire l'avaient exigé. Il ne s'agissait pas de redorer une image, mais de réparer un peu de ce que Jacques avait détruit. Claire visitait les sites régulièrement. Elle y allait seule, sans Lucien, souvent en fin de journée. Elle parlait avec les ouvriers, les responsables, posait des questions précises. Elle voulait comprendre, contrôler, mais aussi sentir. Chaque pierre posée, chaque mur peint était pour elle un acte de justice concrète. Elle n'attendait pas de gratitude. Elle voulait voir les choses se faire, se matérialiser. C'était sa façon de reprendre possession d'une partie de son histoire. Lucien, pendant ce temps, reprenait lentement sa place dans le monde qu'il avait quitté. Il avait repris contact avec ses anciens partenaires, réactivé certains projets, redonné signe de vie à des fondations où son nom figurait encore. Mais il ne cherchait pas la lumière. Il refusait les interviews, déclinait les invitations aux dîners prestigieux. Il voulait exister autrement selon ses propres règles. Et surtout, il voulait que Claire puisse décider librement de la place qu'il aurait dans sa vie. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une visite de chantier, Claire le trouva en train de cuisiner. Il portait un tablier, les manches retroussées, et chantonnait un air de Jacques Brel. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le regarda sans un mot. Ce contraste, cet homme à la fois stratège implacable et cuisinier attentionné, la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu cuisines maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire discret. « C'est ma façon de négocier la paix, » répondit-il sans se retourner. Elle s'approcha, goûta la sauce qu'il préparait, hocha la tête. « Accepté. » Ils dînèrent ensemble, simplement, sans parler de dossier, de centre, de Jacques. Juste eux, deux êtres qui avaient traversé une tempête et qui, pour une soirée au moins, choisissaient de s'ancrer dans l'ordinaire. Après le repas,
Ils restèrent assis en silence. Claire jouait avec sa fourchette. Lucien observait les flammes vacillantes des bougies. « Tu sais ce que je ressens, dit-elle enfin, c'est que tout ça, ce que nous avons fait, ce n'était pas seulement pour moi. » Lucien leva les yeux vers elle. « Non, c'était pour tous ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas la voix, les moyens, la force. Tu en faisais partie. Maintenant, tu ne l'es plus. » Elle réfléchit un instant. « Et toi? Pourquoi es-tu vraiment revenu dans ce monde ?» Il inspira profondément. « Parce que je ne pouvais plus me cacher. La fuite m'a servi un temps, mais elle ne pouvait pas être une fin en soi. J'ai compris, grâce à toi, que la réparation n'est possible qu'en confrontant ce qu'on a fui. » Claire se leva, fit quelques pas dans la pièce. « Alors on continue. À construire, oui, si tu le veux. » Elle se retourna vers lui. « Je veux continuer, mais je veux aussi que tu me laisses le temps. Je ne sais pas encore ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas si c'est de l'amour, de l'admiration ou une forme de reconnaissance profonde. Je ne veux pas que ça devienne une obligation. » Lucien se leva à son tour, s'approcha doucement. « Je ne te demanderai jamais plus que ce que tu veux donner. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons affronté, c'est déjà immense. Le reste viendra ou pas. Et ce sera bien ainsi. » Ils se prirent dans les bras, pas avec la passion d'un couple éperdu, mais avec la douceur de deux âmes liées par l'expérience. Il n'y avait pas de promesse, pas de serment, juste une décision commune de continuer à avancer. Dans les jours qui suivirent, Claire reçut plusieurs propositions. Des associations lui proposaient des rôles de direction, des fondations, l'invitaient à participer à des conférences. Elle hésitait encore. Le poids de l'exposition publique la rebutait, mais elle savait que sa voix pouvait porter désormais. Elle réfléchissait. Elle ne voulait pas simplement être la fille d'un scandale. Elle voulait devenir quelqu'un par elle-même. Elle retourna au restaurant quelques fois, juste pour sentir l'odeur du café, entendre les verres s'entrechoquer, revoir les collègues qui lui avaient tendu la main. Elle y était encore Claire Moreau, la serveuse discrète. Mais certains la regardaient autrement, avec un respect nouveau, parfois avec admiration, parfois avec distance. Elle ne s'en offusquait pas. Elle avait changé. Et ce changement, elle l'acceptait enfin. Un dimanche, elle marcha seule jusqu'au bord de la mer. Elle s'assit sur un rocher, observa les vagues. Le vent fouettait son visage, mais elle ne frissonna pas. Elle pensa à sa mère, à tout ce qu'elle aurait dit, à ce qu'elle aurait pensé. Elle ferma les yeux, murmura une prière sans mots. Puis elle se leva, le regard fixé à l'horizon. Il restait des choses à faire, des blessures à panser. Mais la décision était prise. Elle n'avait plus peur, ni du passé, ni de l'avenir. Le printemps s'installa à Marseille avec une lenteur bienveillante. Les rues se réchauffaient sous les premiers soleils solides, les terrasses s'emplissaient à nouveau de voix animées, et les arbres du cours Julien retrouvaient leurs feuilles comme autant de promesses de renouveau. Pour Claire, cette saison représentait plus qu'un simple changement climatique. C'était une mue intérieure, une étape où les douleurs anciennes cessaient d'être des entraves pour devenir des fondations. Depuis plusieurs semaines, elle et Lucien travaillaient à l'ouverture d'un nouveau restaurant. L'idée était née d'une conversation nocturne, dans la cuisine, entre une soupe partagée et un silence complice. Lucien, avec ses moyens, avait proposé un investissement. Claire, avec son expérience et sa vision, en serait la chef de projet. Il ne voulait pas d'un lieu pompeux, mais d'un espace vivant, élégant, sans prétention, accueillant et sincère. Un lieu où chacun pourrait se sentir à sa place, riche ou pauvre, connu ou oublié. Le local choisi se trouvait dans une vieille bâtisse du quartier de Vauban, légèrement en hauteur avec une vue partielle sur le port et une terrasse en bois qui sentait le pain chauffé au soleil. Il avait fallu beaucoup de travaux, de plans corrigés, de compromis. Claire, bien que novice en gestion, s'était révélée d'une redoutable efficacité. Elle savait ce qu'elle voulait, comment elle le voulait, et surtout, pour qui. Le nom du lieu serait l'Horizon, un mot simple, ouvert, tourné vers l'avenir. Pendant les travaux, elle passa ses journées entre les artisans, les fournisseurs, les réunions avec les chefs potentiels. Lucien restait en retrait, présent, mais discret. Il n'intervenait que lorsqu'on le sollicitait et laissait Claire prendre toutes les décisions importantes. Il comprenait que ce projet devait être le sien, une création née de ses épreuves, de ses rêves, de son énergie retrouvée.
Les habitants du quartier observaient avec curiosité cette femme fine, énergique, qui supervisait tout d'un regard précis. Certains la reconnaissaient, la fille de la cour. D'autres voyaient en elle une simple entrepreneuse passionnée. Elle n'avait plus besoin d'expliquer, elle avançait. Et cela suffisait. Un jour, alors qu'elle vérifiait une livraison de vaisselle, elle découvrit dans un des cartons un carnet relié en cuir. Il n'était pas sur la liste. En l'ouvrant, elle reconnut l'écriture de Lucien. C'était un journal, ou plutôt une suite de notes, de réflexions. Des pages entières où il parlait d'elle, de leurs rencontres, des mois passés, de ses doutes, de ses espoirs. À la dernière page, il avait écrit « Tu m'as réappris à voir, à croire. Si tu le veux, je continuerai à construire à tes côtés. Si tu veux voler seul, je m'effacerai. » Claire referma le carnet, les yeux brillants. Elle ne pleura pas. Ce n'était pas un texte d'adieu, c'était une déclaration de respect. Ils inaugurèrent le restaurant un jeudi soir. La salle était pleine, sans faste, mais pleine. Des anciens collègues de Claire, des voisins, quelques figures du monde associatif, des amis de Lucien. Le menu, conçu par un jeune chef talentueux, alliait simplicité et sophistication. Les clients riaient, mangeaient, commentaient. L'atmosphère vibrait d'authenticité. Claire observait tout cela depuis un coin de la salle, le cœur battant d'une fierté douce. Lucien vint la rejoindre, 2 verres à la main. « À nous », dit-il. « À l'horizon », répondit-elle en trinquant. Ils burent en silence, puis restèrent là côte à côte, observant les gens vivre, parler, partager. Ce qu'ils avaient bâti ensemble était réel, et c'était beau. Mais malgré ce succès, Claire savait qu'il lui restait des choses à affronter, des blessures encore vives, qui ne guérissaient pas en quelques mois. Elle revoyait parfois son père dans les journaux, reclus, silencieux, éloigné de tout. Il n'avait plus repris contact, et elle non plus. C'était un choix, un éloignement nécessaire. Elle pensait aussi souvent à sa mère, à ses silences, à ses fatigues, à ses sourires fatigués mais sincères. Elle aurait aimé lui montrer ce qu'elle était devenue, lui dire que sa force n'avait pas été vaine, que sa file s'était reconstruite, et qu'elle avait trouvé, dans un détour inattendu, quelqu'un capable de l'aimer sans l'enfermer. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait de Lucien. Elle ne pouvait pas mettre de nom précis sur ce qu'ils partageaient. Ce n'était plus une simple alliance, ni un arrangement. Ce n'était pas encore un amour au sens classique, mais c'était plus que de l'affection. C'était une confiance, une complicité, une intimité construite sur la vérité, le respect et le choix. Un soir, alors qu'ils refermaient ensemble la salle après le service, Lucien l'arrêta, devant la porte, sous la lumière tamisée de la terrasse. « Tu crois qu'on a terminé ce qu'on avait à faire ?» demanda-t-il. Claire réfléchit puis secoua la tête. « Non. Mais je crois qu'on a enfin commencé. » Il lui sourit. Elle lui rendit ce sourire, plus serein que jamais. Ils éteignirent les lumières, fermèrent les volets et sortirent ensemble dans la nuit tiède. L'avenir ne leur faisait plus peur. Le dimanche matin s'annonça clair et frais. Le ciel, d'un bleu sans tache, baignait Marseille d'une lumière douce et prometteuse. Claire se leva plus tard, que d'habitude. La nuit avait été calme, sans rêves agités, sans souvenirs douloureux. Elle s'étira longuement dans les draps encore chauds, puis resta un moment allongée, observant les raies de soleil danser sur le plafond de sa chambre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait aucune urgence, aucun poids invisible sur ses épaules. En sortant du lit, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Une feuille de papier crème, pliée avec soin, son prénom écrit à la main avec une calligraphie élégante. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Lucien. Elle s'assit, au bord du lit, ouvrit la lettre, les doigts un peu tremblants malgré le calme apparent. La lettre était brève, mais chaque mot portait le poids d'un chemin parcouru ensemble. « Claire, tu es libre. C'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et je n'ai jamais voulu te l'enlever. Ce que nous avons vécu ne peut être résumé par un contrat ou un jeu de circonstances. Cela dépasse les rôles que nous avons joués, les blessures que nous avons affrontées. Je t'écris pour te dire que je ne t'attends pas. Parce que l'amour n'attend pas. Il propose. Et moi, aujourd'hui, je te propose un moment. Ce soir, sur le toit du restaurant, là où tout a commencé. Viens si tu veux. Viens si ton cœur te le permet. Lucien. » Elle relut la lettre plusieurs fois, puis la posa sur la table de nuit.
Elle se leva lentement, se prépara sans précipitation. Elle marcha un peu en ville, s'arrêta au marché du Vieux-Port, acheta des fleurs qu'elle n'avait pas besoin, mais qu'elle trouvait belles. Elle salua des visages connus, reçut quelques sourires. Elle vivait dans sa ville d'une manière nouvelle, légère, enracinée. Le jour passa doucement. L'après-midi, elle retourna au restaurant. Elle fit le tour des cuisines, parla avec l'équipe, vérifia les réservations de la semaine. Elle s'arrêta devant la grande baie vitrée qui donnait sur la mer. Le soleil descendait lentement, peignant les murs de reflets dorés. Elle monta les escaliers vers le toit à l'heure où le ciel prenait la teinte du cuivre. La terrasse du toit avait été aménagée récemment. Quelques tables, des guirlandes lumineuses, des pots d'aromates. Et au centre, une table pour deux, dressée simplement. Lucien était là, debout, regardant la mer. Il se tourna lorsqu'il entendit ses pas. Il ne sourit pas immédiatement. Il la regarda longuement, comme si sa venue confirmait quelque chose qu'il n'osait espérer. « Tu es venu, dit-il doucement. »« Je suis là, répondit-elle simplement. » Ils prirent place à la table. Le repas était léger, préparé avec soin par l'un des jeunes chefs du restaurant. Ils parlèrent peu, au début. Il n'y avait plus besoin de combler les silences. Ils se regardaient, mangeaient, buvaient du vin blanc bien frais. Et peu à peu, les mots vinrent. Des souvenirs partagés, des rires retenus, des confidences esquissées. Lorsque le repas se termina, Lucien se leva, fit quelques pas jusqu'au bord de la terrasse. Il s'arrêta, puis revint vers elle. Il avait dans la main une petite boîte en velours, mais il ne l'attendit pas immédiatement. « Je ne sais pas si ce qu'on vit porte un nom. Je ne sais pas si ce que je ressens entre dans les cadres qu'on attend. Mais je sais que je veux rester à tes côtés, non pas comme le mari d'un jeu, ni comme l'homme d'un passé compliqué. Juste moi, juste toi, et tout ce qu'on peut encore construire ensemble. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague. Simple, en or blanc, sans pierre, sans fioriture. Elle brillait à peine, mais elle semblait porter en elle toute la lumière de cette histoire. « Claire Moreau, acceptes-tu de m'épouser pour de vrai? Sans colère, sans plan, sans peur, juste parce que tu le veux. » Elle resta silencieuse. Son cœur battait fort, mais sans panique. Elle regarda la bague, puis Lucien. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, aux premières rencontres, aux mensonges, aux révélations, à la douleur de l'abandon, à la force de la vérité, à la tendresse retrouvée. Et elle sut. Elle tendit la main. « Oui, je le veux. » Lucien glissa la bague à son doigt. Ils restèrent là, à se regarder, à sourire, sans éclat, sans applaudissements. Juste eux, vrais. En bas, la ville continuait de vivre. Les bruits des voitures, les voix dans les ruelles, les rires au loin. Sur le toit du restaurant, deux âmes blessées, réparées, s'étaient enchoisies. Non pas pour fuir ou se protéger, mais pour avancer. Et dans cette lumière de fin de jour, tout semblait à nouveau possible. Parce que la douleur ne les définissait plus, parce que l'amour enfin avait trouvé sa place, parce que le passé n'était plus un poids, mais une histoire qu'ils avaient transcendée. Ils restèrent là jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Les guirlandes s'allumèrent, la mer devint noire et brillante, et dans le silence complice, ils comprirent qu'ils avaient trouvé ensemble ce que chacun cherchait depuis toujours, un nouveau départ.